avec quelques petites minutes d'avance. Bonjour à tous, merci de vous connecter ce matin à ce webinaire organisé par la société Applicite. Donc, je m'appelle Jérémy Moulet et je suis responsable commercial de l'agence de Lyon sur la partie sud-est. Et ce webinaire vous est proposé par Anthony Goutenoir, qui est ingénieur d'application de notre équipe AEC Bâtiment Architecture. Donc, la thématique du jour porte sur l'optimisation de vos flux de travail avec les logiciels Autodesk Recap, Revit et Navisworks. Voilà, on va vous présenter la thématique. Alors, pour qui s'adresse ce webinaire aujourd'hui? Donc, vous êtes confronté à des enjeux d'ingénierie qui impliquent de la CAO mécanique et de la CAO bâtiment. Donc là, en tout cas, bienvenue si c'est le cas aujourd'hui. Vous souhaitez travailler efficacement à partir de données issues de relevés scan 3D. Votre métier implique des revues de projet entre le monde du bâtiment et l'industrie. Pour les bureaux d'études d'ingénierie mécanique et d'architecture construction, on va vous présenter des processus et des workflows grâce à l'interopérabilité qui existe entre les différents logiciels Autodesk. Donc là, on va vous parler aujourd'hui de Recap Pro, qui sert notamment à tout ce qui est post-traitement, recollement de nuages de points. On va vous parler de Revit, qui est le logiciel phare d'Autodesk sur toute la partie modélisation, conception architecturale, création de maquettes numériques, BIM, et le logiciel Navisworks, utilisé pour la partie revue de projet entre l'architecture, la construction et l'industrie. Un petit mot sur notre activité. Donc, Applicite, on existe depuis 2006. On est intégrateur des solutions CAO, BIM, PLM et gestion des données techniques Autodesk. On réalise 13,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. La société compte 51 collaborateurs aujourd'hui. Donc, on est très présent sur la partie logiciel Autodesk, support technique, on est organisme de formation et également bureau d'études BIM et mécanique. Donc là, les logiciels sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui, on va vous parler d'Inventor, de Revit, de Navisworks. Le mot d'ordre de notre société, c'est d'accompagner nos clients sur l'amélioration de vos processus de conception avec toujours notre approche basée sur les besoins de nos clients et déterminer des solutions adaptées. On a plusieurs agences en France, donc ce webcast aujourd'hui est organisé par l'agence de Lyon. On a des agences également à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Montreuil. Donc vous avez les coordonnées également dans ce document. Alors si je passe à la suite, alors pour nous retrouver, vous pouvez trouver l'agenda sur le site applicite.com. Vous avez l'agenda de nos différents événements et là vous retrouverez notamment les événements qui sont également organisés par nos agences ouest et sud-ouest depuis Bordeaux et Nantes. Voilà, donc là, on a différents événements programmés, donc n'hésitez pas à consulter notre agenda régulièrement. Nos articles blog également, sur lesquels vous trouvez plein d'informations techniques très utiles réalisées par nos formateurs et ingénieurs d'application, des trucs et astuces sur les différents logiciels, des nouveautés, etc. Et ensuite, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous avons des pages LinkedIn dédiées, donc une page générale nationale pour Applicite et des pages pour nos différentes agences où là, vous retrouvez des actualités un petit peu plus locales. Donc, pour nos agences de Ouest, Sud-Ouest et l'agence de Lyon, l'agence Est. Alors, vous avez des pages vitrines dédiées. Et enfin, sur les réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube, notamment pour l'activité mécanique, sur laquelle vous retrouvez des vidéos qui peuvent vous être utiles et notre page Facebook. Voilà, pour cette courte introduction. Maintenant, je vais passer la main à Anthony, qui va rentrer dans le vif du sujet et de la technique. Donc, effectivement, on va aborder aujourd'hui plusieurs points. On va parler de Recap, de Revit, de Navisworks, mais on va aussi un petit peu parler d'Inventor et d'un utilitaire qui s'appelle Factory Design Utilities. Donc, l'idée, ça va être de savoir un peu comment travailler avec Autodesk pour qu'il y ait de la synergie entre la CAO mécanique et le monde de la construction. Donc, au sommaire, en introduction, je vais brièvement rappeler ce qu'est le BIM, parce que quand on parle de Revit, on parle de BIM, et c'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc, je vais faire un petit rappel là-dessus. On va parler aussi des tendances actuelles, où en est le BIM en France et dans le monde. Je parlerai ensuite de la modélisation de jumeaux numériques. Donc là, on va parler beaucoup de Revit, mais aussi de Recap, pour
tout ce qui est bâtiment existant, on va voir l'intérêt de Recap pour justement remodéliser par-dessus des nuages de points. Je ferai un petit aparté aussi sur la partie Recap photo très rapidement. Et ensuite, j'aborderai le concret, c'est-à-dire la digitalisation des usines et leur implantation avec les outils Autodesk. Et c'est dans cette partie qu'on abordera tout ce qui concerne notamment Navisworks. Alors, le BIM, c'est quoi? Le BIM, on en entend beaucoup parler. C'est avant tout une méthode de travail qui va permettre de centraliser l'ensemble des informations sur une maquette numérique. Donc, chaque composant de la maquette comprendra des informations. Donc, on aime à dire que dans le BIM, il y a 80% d'informations pour seulement 20% de modélisation. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'avoir des objets qui sont intelligents. Et il faut savoir que Revit est, en matière de BIM, le leader sur le marché mondial. 80 à 90% des projets BIM dans le monde se font sous Revit. Donc dernièrement, en France, il y a eu une traduction qui a été donnée pour le BIM, parce que initialement, ça veut dire Building Information Modeling, et ça a été traduit par bâti immobilier modélisé, et ça a été publié au journal officiel le 29 janvier 2019. Si ce n'est que bâti immobilier modélisé, ça bypasse un peu toute la notion d'information qu'il pourrait y avoir dans la maquette, donc c'est une traduction pas forcément optimale. Lorsqu'on va aborder la question du BIM, vous allez entendre parler de niveau. Et d'ailleurs, lorsque vous allez avoir parfois des dossiers sur lesquels on va vous imposer l'usage du BIM, on va vous dire qu'il faut être niveau 0, enfin, ça ne sera jamais niveau 0, mais ça sera au moins niveau 1 ou niveau 2. Niveau 3, on n'y est pas encore. Donc le niveau 0, globalement, ça veut dire qu'il y a 0 collaboration. C'est un peu l'état où on en était il y a encore 10 ans, on va dire, quand tout le monde travaillait de son côté sur AutoCAD. Depuis l'arrivée de Revit, la collaboration commence à se mettre en place. Donc, quand on commence à travailler, on va dire assez proprement sur Revit, on peut parler déjà de BIM niveau 1. Le BIM niveau 2, c'est le niveau de BIM dans lequel il est conseillé en tout cas d'être aujourd'hui. C'est un niveau dans lequel on va commencer vraiment à collaborer, au-delà de simplement dessiner sur son poste à soi sur Revit, on va commencer à collaborer avec d'autres corps de métier, avec d'autres BE. Donc ça, c'est le niveau où aujourd'hui, beaucoup d'appels d'offres sur des projets vont vous exiger un niveau 2. Et le niveau 3, c'est un niveau un peu, on pourrait presque dire utopique, au sens où ça serait un niveau de collaboration totale, mais ça soulève des problèmes de propriété intellectuelle, ce qui fait que ce niveau-là, on ne sait pas si un jour il sera possible. Il est déjà possible en interne dans des grosses sociétés où tous les corps de métier sont représentés, mais quand on commence à travailler avec différentes entreprises, le niveau 3 pose des problèmes de propriété intellectuelle. Donc, au sein même de ces niveaux BIM, on va parler de dimensions. Donc, vous avez la dimension BIM 2D qui correspond au niveau 0, qui équivaut à un travail uniquement sur AutoCAD. Le BIM 3D, c'est quand vous allez commencer à travailler sur Revit, à faire des choses en 3D. Donc le BIM 3D, ça peut être sur Revit, mais aussi chez les concurrents. À partir du moment où ce sera en 3D, on pourra parler de BIM 3D. Le BIM 4D interviendra lorsqu'on rajoutera la notion de temps et de phasage à un projet. Donc la phase projet, la phase DCE, la phase exé, la phase chantier, etc. Quand on rajoute ces données-là à la maquette, on parlera de BIM 4D. Lorsqu'on va rajouter la notion de coût aux 4 dimensions précédentes, on parlera de BIM 5D. Et le BIM 6D, qui est pour moi quelque chose sur lequel il faut parier pour l'avenir, c'est tout ce qui va traiter du développement durable. Donc on parle beaucoup d'environnement dans l'air du temps. Le BIM 6D peut être une réponse à ça. Pour optimiser finalement, par exemple, l'empreinte carbone d'un bâtiment, on pourra éventuellement imaginer que parfois il y aura des appels d'offres dans lesquels on vous imposera d'avoir une empreinte carbone qui ne dépasse pas une certaine valeur. Et ces choses-là, vous pourrez donc les incrémenter directement dans la maquette pour justement voir quel est l'impact de votre construction sur l'environnement. Ensuite, vous avez le BIM 7D qui correspond à
à la partie vie du bâtiment, c'est-à-dire qu'une fois que le bâtiment est construit, le bâtiment continuera à vivre et continuera à nécessiter des opérations de maintenance, etc. On parle aussi de BIM et GEM, gestion, exploitation, maintenance. Donc lorsqu'on va intégrer dans une maquette des choses qui vont permettre de toujours pouvoir finalement utiliser cette maquette une fois la construction faite pour justement analyser le bâtiment, faire tout un tas de choses qui vont nous permettre de suivre la vie du bâtiment par la BIM 7B. Et le BIM XD, c'est pour aller plus loin. Alors le X, c'est plus pour dire une dimension au-delà du 7D. C'est notamment l'utilisation d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut utiliser ce qu'on appelle des IoT, c'est-à-dire mettre des capteurs dans des pièces, par exemple, pour voir si la pièce qui est la moins utilisée d'un bâtiment est par opposition la plus chauffée, la plus consommatrice d'énergie. Donc ça permet de faire des réajustements. Sur des gros bâtiments, ça peut être intéressant parce que des fois, on se rend compte que la gestion des énergies, etc., est très mal gérée. Et donc, grâce à de l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire communiquer la maquette avec des outils qui vont venir l'incrémenter de certaines informations pour pouvoir au mieux l'analyser. Alors, la tendance actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que le BIM est de plus en plus implanté dans le monde. Pour ce qui est de l'Europe, au Royaume-Uni, c'est quasiment devenu obligatoire de rendre des projets en BIM. En France, on est toujours un peu en retard, donc on n'en est pas là, même si ça commence à se développer. Il y a des grosses sociétés qui ont pris un peu les devants comme Eiffage et Bouygues. Et au niveau de l'État, il y a des décisions qui ont été prises avec un plan BIM 2022 qui a été initié début 2019 pour démocratiser l'utilisation du BIM dans l'ensemble des filières de la construction en France, en visant particulièrement tout ce qui est TPE, PME. Donc pour un peu mettre un peu à jour notre façon de travailler en France. Donc pour résumer, hier on était dans un schéma où chacun travaillait de son côté, ce qui faisait qu'il y avait notamment une ressaisie importante d'informations. Donc c'était le monde AutoCAD. Aujourd'hui, on vise à, même si c'est pas vrai pour tout le monde quand je dis aujourd'hui, mais en tout cas on vise à travailler sur une maquette numérique qui soit collaborative. Donc déjà en interne. Et puis demain, l'idée, ça sera qu'on travaille tous, des BE qui n'appartiennent pas forcément à la même structure, pourront tous travailler en même temps sur une même maquette. Mais là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut poser des problèmes de propriété intellectuelle, donc je ne sais pas si on en arrivera là, mais effectivement, c'est un idéal. Alors, petit historique, DAO, CAO. Donc, je vous ai fait une petite timeline. Donc, on va dire que l'informatique dédiée à la DAO et CAO mécanique en construction, elle commence avec AutoCAD en 1982, a suivi Archicad en 86. Dans les années 90, il y a eu une explosion, l'arrivée de 3D Max, de SolidWorks en 95, le format STEP, bien connu des gens de la MECA en 94, et surtout l'arrivée de Revit et du format IFC, qui est un format d'échange un peu universel, visant à pouvoir justement passer de Revit à un logiciel concurrent ou inversement avec un format d'échange unique. Donc tout ça, ça a été créé en 97. Donc on peut entre guillemets dire que le BIM commence à arriver dès 97. Donc il est aujourd'hui d'actualité, mais il faut savoir que ça a mis du temps pour arriver jusqu'ici. Inventor, dont on parlera, est arrivé donc un peu après SolidWorks en 99. Dans les années 2000, donc nous, pour ce qui est de notre société, elle a été créée en 2006. En 2007, Grasshopper, alors tout le monde ne connaît pas, Grasshopper, ce sont un peu les précurseurs de la programmation visuelle. Et ils ont mis en place un outil qui va permettre de faire du design génératif. Donc c'est quelque chose qui a été créé en 2007 et qui commence à se développer de plus en plus. Sur la dernière version Revit, la version 2021, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui va permettre justement de faire du design collaboratif. Et dans les années 2010, donc là, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu Recap, dont on va parler, la plateforme cloud d'Autodesk A360, la démocratisation des applications mobiles aussi, qu'on voit de plus en plus sur les chantiers avec les tablettes, les téléphones portables.
Navisworks, j'ai dû me tromper, je ne crois pas que ça soit 2016, il me semble que c'était avant, mais bon, Navisworks, ça a été créé aussi plutôt récemment. La réalité virtuelle qui, depuis 2017, commence à se développer de plus en plus avec la création des grandes firmes d'Oculus Rift ou de Gear VR, etc., des casques de réalité virtuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui tend aussi à se développer. Et puis aujourd'hui, on en est à la version donc, 2021 de Revit, donc logiciel créé en 97. Donc il a accumulé beaucoup de choses. Beaucoup de métiers sont possibles, notamment tout ce qui est MEP, architecture et structure. Alors, les avantages du BIM, ça va être pendant la construction de réduire les coûts, de raccourcir ses délais, gagner en productivité, augmenter la qualité et surtout mieux visualiser ses projets. Chose qui était un peu parfois délicate sur un environnement AutoCAD 2D ou 2,5D, comme on aime à le dire, parce que c'est pas vraiment de la 3D. Et après la construction, dont vous en parlez tout à l'heure, ce qu'on appelle le BIM-GEM, GEM, gestion, exploitation, maintenance, ça va permettre de centraliser toutes les informations d'un bâtiment sur une même maquette. Donc, ça vous fera une sauvegarde, une sorte de jumeau numérique, encore une fois, qui va vous permettre de bien comprendre votre bâtiment sans même avoir forcément besoin de vous déplacer sur site. Ça va vous permettre de gérer après tout ce qui est maintenance, coût d'entretien, de faciliter la mise à jour de vos plans s'il y a des réimplantations, de référencer aussi votre patrimoine et ça rejoint un peu la facilité de mise à jour des plans, mais d'optimiser aussi parfois des implantations déjà existantes. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, la modélisation de jumeaux numériques. Donc, vous avez deux cas de figure. Vous avez le cas de figure numéro 1 qui correspond à l'image que vous avez en haut, qui serait, on part d'un bâtiment neuf. Donc, quand on va partir d'un bâtiment neuf, on va directement attaquer le projet dans Revit. Donc, ça va déjà permettre de pouvoir collaborer avec d'autres métiers, par exemple l'architecte pourra collaborer avec un BE structure. Donc là, vous le voyez sur l'image, j'ai par exemple à gauche la partie structure qui vient se jumeler à la partie architecture. Et un autre cas qui va nous intéresser encore plus ici, c'est partir d'un bâtiment existant. Donc l'intérêt de partir d'un bâtiment existant pour la démo que je vais vous faire ensuite, c'est que je vais pouvoir justement vous montrer l'utilisation de RECAP. Donc, lorsqu'on modélise un bâtiment existant, forcément, il va falloir faire un relevé. Donc, les relevés classiques, le problème, c'est que ils ont ces avantages, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais les relevés classiques sont relativement longs, ils sont imprécis. Avec RECAP, vous allez pouvoir assez rapidement récupérer l'intégralité des informations d'un bâtiment existant sous forme de nuages de points. Et ça va vous faciliter la remodélisation et ça vous évitera bien des erreurs. Donc RECAP va vous permettre de manipuler des nuages de points qui seront importés de numérisation laser. Vous allez pouvoir, à partir de ces scanners, alors c'est ça. Oui, une bêtise. Il y a certaines sociétés qui vont être spécialisées dans le relevé de bâtiments avec des scanners. C'est un métier à part. Hein. Donc, c'est des gens qui font des prestations qui sont parfois onéreuses, mais vous le verrez, certes, ça coûtera plus cher qu'un relevé classique, mais ça a bien des avantages. Ces scans, ils vont pouvoir, dans RECAP, être recollés, modifiés, mesurés, visualisés. Parce qu'effectivement, quand je parle de recollement, c'est parce que lorsque vous allez faire scanner un bâtiment, vous allez avoir peut-être parfois plus de 1000 scans. Donc ces scans, il faudra les recoller ensemble pour avoir un seul et même nuage. Et une fois terminé, ce nuage recollé et que vous aurez éventuellement nettoyé, vous allez pouvoir vous en servir directement dans Revit pour modéliser. Vous pourrez aussi le récupérer dans Navisworks, voire même dans Inventor. Donc, les avantages de cette méthode de numérisation par nuage de points, c'est que ça va être 5 fois plus rapide que la méthode traditionnelle. C'est une réponse plus efficace et plus fiable pour numériser les bâtiments. Ça évite bien des erreurs. Et ça fait un relevé de ce qu'on appelle du TQC, c'est-à-dire le tel que construit.
Et quand on fait un relevé à la main, il y a bien souvent des imprécisions, c'est difficile de se rendre compte parfois de ce qui se passe vraiment, il faut parfois se déplacer sur le site pour comprendre. Avec le nuage de points, on n'a plus ce genre de problème. Et les limites de cette méthode, il y en a deux, donc ça va être le prix. Donc forcément, ce n'est pas dimensionné pour tous les budgets. Après, encore une fois, il faut voir le retour sur investissement, hein, qui peut être important sur des gros projets. Et puis le stockage contraignant, parce qu'effectivement, quand je vous parle de parfois 500 nuages de points, bah, ça prend pas mal de place sur les disques durs, quoi. Donc c'est une chose qu'il faut aussi avoir en tête, notamment si on travaille sur beaucoup de projets qui sont numérisés comme ça. Il faudra penser à les stocker. Donc, pour ce qui est de récap, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc là, on est dans l'interface de récap. Je vais vous ouvrir un projet. Donc voilà à quoi ressemble un nuage de points qui est déjà recollé. Je ne vous fais pas un recollement en direct parce que ça prend un certain temps. Il n'y a rien de compliqué, hein. Mais là, vous voyez, sur ce projet, j'ai en gros 3 nuages de points qui ont été recollés. Donc après, au niveau de ces nuages de points, je vais pouvoir venir regarder un peu ce qui se passe. Je vais pouvoir venir couper mes bâtiments comme ça. Regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je vais pouvoir, par exemple, si je le souhaite, nettoyer certaines parties. Par exemple, je vois que dans l'idéal, lorsqu'on fait un relevé, il faut que les espaces soient désencombrés. Là, on voit qu'il y a tout un tas de chariots, etc., qui n'appartiennent pas à la structure du bâtiment, qui peuvent me gêner une fois que je vais réimporter ça dans Revit pour modéliser. Donc, je peux, par exemple, venir ici et générer un plan. Donc, je vais sélectionner 3 points. Et là, il va me détecter le sol automatiquement. Donc, je vais créer une nouvelle zone. Je l'avais déjà fait l'occasion. Et cette zone qui s'appelle sol, je la retrouve ici. C'est un calque, en quelque sorte. Je vais pouvoir le verrouiller. Et de cette façon, après, avec mon outil de sélection, je vais pouvoir venir naviguer dans mon nuage de points et venir supprimer des choses. Mais tout ce que je vais sélectionner, étant donné que tout ce qui appartient au calque sol a été verrouillé, ça ne sera pas sélectionné, donc ça ne sera pas supprimable. Et je vais pouvoir comme ça venir un peu faire le ménage dans mon nuage de points. Donc là, je le fais vraiment grossièrement, hein. Et ensuite, je vais pouvoir donc réenregistrer ce fichier qui sera pré-nettoyé et j'y verrai un peu plus clair. Donc, quand je supprime des choses, évidemment, je perds de l'information. Donc, il faut y aller avec parcimonie pour ne pas tout enlever non plus. Ce nuage, pour les besoins de la démo, bon, ce n'est pas un nuage optimal. Vous voyez qu'ici, il y a plein de zones grises, c'est-à-dire que c'est des zones qui n'ont pas été relevées. Mais voilà, l'idée, ça va être de garder tout ce qui va vous être utile pour modéliser, d'enlever tout ce qui ne vous sert à rien. Donc là, en l'occurrence, je pourrais essayer de me mettre pile en haut de mon dessin. Tous ces espèces d'équipements que j'ai là, je peux les enlever. Et là, si je reviens voir ce qui se passe ici, on voit que, vous voyez, j'ai supprimé des éléments. Donc, si je zoome, on voit qu'en fait, on parle de nuage de points parce que le scanner, il va venir prendre tout un tas de petits points, en fait, comme ça. Donc, quand on s'éloigne, on a l'impression que c'est des surfaces planes, mais on est bien sur ce qu'on appelle donc un nuage de points. Ce scan, une fois traité dans Recap, je vais l'enregistrer. Ça va me créer un fichier qui s'appelle un .rcp, qui est un fichier Recap Pro. Et je vais pouvoir venir l'insérer dans Revit. Alors, ici, vous pouvez voir que dans Revit, par rapport à l'insertion de ce nuage de points, j'ai pris une précaution supplémentaire avant de sauvegarder ce projet, c'est que je peux lui définir un point d'origine. Donc ici, en l'occurrence, je l'ai mis à l'angle de cette porte. Donc le 0, 0, le point de départ de ce projet est ici. Donc une fois inséré dans Revit, il s'insère au bon endroit. Et après, l'idée, ça va être tout simplement d'utiliser les outils Revit pour revenir modéliser. Donc il va falloir que je joue avec ma plage de vue, il va falloir que je joue avec tout ce qui va être coupe 3D ici. Dans Revit, vous avez la possibilité comme ça de venir couper votre bâtiment avec un cube directement dans la 3D.
pour voir un peu ce qui se passe. Et comme ça, on avancera petit à petit dans la modélisation, jusqu'à avoir finalement eh bien, le bâtiment. Alors ici, c'est pour la démo, je l'ai grossièrement modélisé, mais là, j'ai masqué le nuage de points et j'ai conservé que ce que j'ai remodélisé à partir de ce nuage dans Revit. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas droites, par exemple la rampe ici, si on voit des arêtes, c'est parce qu'en fait elle n'était pas du tout droite. Donc ça permet de voir aussi ces fluctuations dans les vieux bâtiments qu'on peut avoir avec le temps sur des toitures, sur des sols qui ont bougé, etc., qui ne sont pas forcément aussi nickel que lorsqu'ils ont dû être construits. Donc sur du neuf, tout est droit, sur de l'existant, le problème c'est que bien souvent rien n'est droit et donc le relevé avec un nuage de points vous permet de bien voir toutes ces choses-là. En sachant que lorsqu'on travaille à la modélisation, je peux aussi revenir dans Recap, ouvrir Recap à côté de mon Revit, et je peux avoir les vues que j'avais initialement depuis l'endroit où ont été posés les scanners. Donc là, on est sur quelque chose de photoréaliste. Ça permet de bien voir ce qui se passe. Quand même, c'est encore mieux que de garder ce qu'on appelle la vue 3D, c'est-à-dire la vue en nuage de points. Donc en jonglant comme ça entre Recap, entre des vues Recap, et en faisant des coupes sur Revit, en jouant avec la plage de vue, on va comme ça redécouvrir un peu le bâtiment et réussir à le remodéliser en TQC, c'est-à-dire en quelques constructions. Alors, petit point aussi sur Recap Photo. Alors, Recap Photo, vous allez avoir un objet, par exemple. Ça peut être fait aussi sur du bâtiment, mais c'est plus destiné à de l'objet. Si vous avez un objet à remodéliser assez complexe, vous n'allez pas vous amuser à le coter l'objet. Hein. Vous pouvez le prendre en photo un peu sous tous les angles. Vous insérez ces photos dans Recap Photo et via le cloud, Recap Photo va reconstituer l'objet en 3D. Donc ici, vous voyez, j'ai un objet qui est en 3D et initialement, cet objet, c'était, l'ouvre, ici. En fait, c'était une multitude de photos, donc un objet qui a été pris en photo sous tous les angles. Ces photos sont, à partir de ces photos, on génère un objet 3D avec Recap Photo. Donc, Recap Photo, après, va vous permettre d'exporter ceci dans plusieurs formats. Vous avez notamment l'OBJ, vous pourrez l'importer dans Inventor, dans Formit, vous pourrez l'importer dans tout un tas de logiciels, parce que l'OBJ rentre dans pas mal de choses, dans 3ds Max aussi, par exemple, pour venir le remodéliser. Et donc, vous aurez finalement une copie de l'objet en 3D. Ça sera bien plus simple de pouvoir le reproduire. Donc ça, c'était un petit aparté, histoire de parler un peu de Recap Photo. On va maintenant parler donc de la digitalisation des usines. Donc, j'ai retenu deux options, deux workflows différents. Donc, Autodesk travaille de plus en plus à la synergie entre le monde de la méca, de la CAO mécanique, et du monde de la construction du BIM. Donc, je vais vous présenter une première solution qui consistera à prendre des objets de CAO mécanique, donc d'Inventor, ou ça peut venir aussi de Creo, de CATIA, de Parasolid, etc., et les insérer directement dans la maquette Revit. Donc pour faire ça, on verra qu'il faudra les simplifier, qu'il faudra les transformer, les convertir en objets BIM, pour en faire ce qu'on appelle des familles Revit. Donc les familles Revit, c'est des objets Revit, tout simplement. Donc ça va être un premier workflow dans lequel on ne va pas forcément aborder la partie Navisworks. Par contre, la deuxième partie, on va partir du principe que le BE MECA va faire son projet d'implantation directement dans ce logiciel de MECA, donc que ce soit SolidWorks, Inventor, etc. L'archi va faire sa partie archi dans Revit, et pour recoller les deux mondes, pour les conjuguer entre eux, on va utiliser justement Navisworks. Donc pour ce qui est de la première proposition, la proposition numéro 1 qui consistera à
rentrer directement dans Revit. Donc là, j'ai bien dit que toute la partie Navisworks est facultative. Donc, dans un premier temps, il vous faudra travailler avec Inventor. Inventor, il va vous servir de passerelle entre le monde de la méca et le monde de l'archi. Il y a une fonctionnalité dans Inventor qui s'appelle AnyCAD. AnyCAD, c'est une fonctionnalité d'importation, tout simplement, dans Inventor, qui va vous permettre d'importer une multitude de formats qui viennent du monde de la mécanique. Ce qui fait que si vous travaillez sur SolidWorks et que vous avez vos habitudes sur SolidWorks, vous pouvez continuer à travailler sur SolidWorks. Il vous faudra par contre passer par Inventor, mais pas forcément pour concevoir, uniquement pour faire une conversion qui permette d'intégrer ces objets dans Revit. Depuis la version 2021 aussi, c'est à noter d'Inventor, AnyCAD permet l'importation de fichiers Revit directement dans Inventor. Donc l'intérêt de cela, c'est qu'en fait, il va vous permettre d'insérer dans Inventor une vue 3D que vous aurez définie au préalable dans Inventor. Et donc vous allez pouvoir, par exemple, concevoir des pièces sur la base de contraintes architecturales. Si par exemple, pour des raisons techniques, il faut que vous adaptiez la fabrication d'une pièce au bâtiment, et ben vous pourrez le faire en ayant une vue 3D de cet endroit précis où vous voulez construire, enfin, vous voulez fabriquer une pièce sur mesure. Donc vous aurez aussi une interporalité dans ce sens-là. Alors, comment ça va fonctionner? Dans Inventor, vous allez importer un objet. Donc là, pour l'exemple, vous allez voir, j'ai préparé un objet qui vient de SolidWorks. Donc voilà, ça c'est un fichier SolidWorks, donc c'est un chariot. Je vais l'ouvrir. Lorsque je vais l'ouvrir, je vais déjà avoir deux possibilités. Je vais pouvoir soit faire une référence, c'est-à-dire que si je fais des modifications sur le fichier d'origine SolidWorks, elles seront répercutées automatiquement dans le fichier Inventor que je suis en train de créer. Ce qui fait que le lien ne sera pas perdu. Ou je peux, deuxième option, interrompre le lien et je le convertis dans un nouvel objet tout neuf sur Inventor. Donc, je vais ouvrir directement dans Inventor ce fichier SolidWorks. Donc, voilà mon chariot. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de détails. Alors, je n'ai pas pris pourtant quelque chose de très compliqué, je n'ai pas pris une machine, etc. Mais vous voyez, par exemple, il y a des perçages ici, il y a des choses. Ce fichier SolidWorks, je peux vous le montrer, il fait 10 mégas. Le problème, c'est que là, je pourrais, par exemple, le convertir en step, en sachant que Revit accepte d'importer du step ou du SAT directement. Le problème, c'est que le fichier fera toujours 10 mégas. Et vous n'avez pas forcément besoin de ce niveau de détail-là dans Revit pour faire de l'implantation. Donc l'idée, c'est que cet objet, je vais devoir le simplifier. Donc, je vais tout simplement ici venir dans l'outil de simplification. Donc, je vais déjà le sauvegarder. Je vais l'appeler chariot. Ici, je vais avoir par exemple la possibilité de supprimer les perçages, les poches, les chanfreins, les congés. Je vais lui donner un nom pour cet objet qui va être un nouvel objet simplifié issu du premier. Et il va me générer automatiquement un nouvel objet dans lequel il y aura moins de choses, donc qui sera automatiquement plus léger. Donc là, il est en train de faire le processus de simplification. Donc là, j'obtiens un nouvel objet, et comme vous pouvez le voir, ici, par exemple, ça m'a bien supprimé mon perçage qui était présent dans l'objet initial. Donc là, ça y est, mon objet est simplifié. Une fois qu'il est simplifié, dans Inventor directement, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle du contenu BIM. Donc je vais cliquer sur contenu BIM. Je vais pouvoir déjà paramétrer certaines choses. Donc je peux lui dire que le point d'insertion de mon objet, par exemple, il est ici.
Je vais pouvoir récupérer les propriétés, si l'objet a des propriétés SolidWorks qui étaient incrémentées à l'objet. En cochant cette case, je vais pouvoir les récupérer et je les verrai dans Revit. Je vais pouvoir aussi, alors ici, je vais mettre le nom du type chariot, qui s'appelle chariot dans mon projet Revit, une fois chargé. Et je vais avoir aussi la possibilité ici de lui mettre un numéro omniclasse. Donc les numéros omniclasse, c'est un système de classification des objets du bâtiment qui peuvent permettre de faciliter, par exemple, parfois le chiffrage, etc. Donc là, je l'ai mis rapidement, je n'ai pas cherché à retrouver la catégorie précise pour un chariot. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir exporter. Donc, au moment d'exporter, il va me proposer 3 solutions. Je vais pouvoir l'exporter en .RFA, c'est-à-dire en format Revit directement, c'est ce qu'on appelle des Revit Family, RFA. En IFC, ce qui n'a aucun intérêt parce que l'IFC, ça va être surtout un format pour traiter la globalité des projets, pas pour traiter des objets. Et vous avez l'ADSK. Donc l'avantage de l'ADSK, c'est qu'il n'y a pas de problème de versionning avec. J'entends par là que si là je l'exporte en RFA, étant donné que je suis sur Revit 2021, il faudra que je l'ouvre avec, étant donné que je suis sur Inventor 2021, il faudra que je l'ouvre avec Revit 2021. Alors qu'avec l'ADSK, je peux aussi l'ouvrir avec une vieille version de Revit. Un Revit 2015, ça fonctionnera. Par contre, en RFA, ça ne fonctionnera pas. Il faudra que la version soit la même que la version d'Inventor Source. Donc là, pour les besoins de l'exemple, je vais faire simple, je vais rester en RFA puisque je dispose bien de Revit 2021. Donc je vais l'enregistrer. Et là, il est en train de me l'exporter donc au format Revit. Et vous allez voir que le fichier qu'on va obtenir, il va être beaucoup, beaucoup plus léger que le fichier d'origine. Et c'est là tout l'intérêt de cette méthode. Donc voilà mon fichier RFA, chariotbeam.rfa, il fait, allez, on va dire 700 kg. Alors qu'à la base, je partais d'un fichier SolidWorks qui faisait 10 mégas. On dit qu'une famille bien faite dans Revit, en général, on va dire que si c'est vraiment une grosse famille, je dirais qu'il ne faut pas qu'elle dépasse 5 mégas. Quoi. Et si c'est une petite famille comme ça, il ne faut surtout pas qu'elle dépasse 1 méga. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si vous accumulez les familles avec de tel poids dans une maquette, bah, votre maquette elle va être énorme. Donc, passer par Inventor vous permet de corriger ce problème. Et une fois que j'ai donc créé ce chariot au format RFA, je peux directement venir l'ouvrir dans Revit. Et je retrouve bien mon fichier SolidWorks d'origine que j'ai simplifié et qui ne fait que 600 mégas. Je retrouve ici le numéro omniclass que j'ai incrémenté tout à l'heure. Donc cet objet, là j'avais mal mis son point d'insertion, donc je vais venir un peu le repositionner par rapport au point d'insertion de Revit. Je vais regarder en hauteur. Je fais ça rapidement. Et je vais pouvoir venir le charger dans mon projet et finalement faire mon implantation comme ça directement avec un objet qui sera directement dans la maquette Revit. Donc en procédant comme ça, l'intérêt c'est que tout est centralisé au même endroit. Sachez aussi que si votre objet Inventor ou SolidWorks à la base ou autre logiciel de méca possède des connecteurs, vous pouvez aussi dans Inventor les rajouter pour qu'ils puissent se raccorder à des réseaux MEP. S'il y a une arrivée d'eau, s'il y a une extraction d'air sur la machine, vous pourrez générer ces connecteurs. Vous pourrez le faire dans Revit aussi, mais vous pouvez le faire directement depuis Inventor. Donc ça, c'est le premier workflow que je vous présentais ici. Donc ce workflow, il a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que donc vous réalisez l'implantation directement dans Revit. Les retouches et les corrections sont rapides. Une fois que les objets ont été simplifiés, ça va relativement vite. La fonction AnyCAD, donc je vous le disais tout à l'heure, depuis la 2021, elle va aussi vous permettre de pouvoir importer des vues 3D
dans Inventor pour concevoir par-dessus des objets issus de la maquette numérique. Et donc, dans cette situation, on peut se dispenser de l'utilisation de Navisworks et de Factory Design Utilities, que je vais vous présenter juste après. C'est la deuxième option. Les inconvénients, c'est que ça va nécessiter un travail de simplification des objets, ce que je viens de faire. Et je remets cette mise en garde, ne vous aventurez pas à vouloir directement exporter depuis vos logiciels de Mecha en STEP ou en SAT pour directement y importer dans Revit, ça va vous faire des objets qui seront bien trop lourds. Donc l'idée, ça va être de les simplifier. Donc vous avez un ensemble constitué de différentes pièces. Vous allez pouvoir les importer dans Inventor. Donc ça va être du SolidWorks, du CATIA, du Creo, du ProEngineer, du Fusion 360, du Alias, du Parasolid, du Rhino, etc. On va les simplifier dans Inventor de manière à ce que le poids final du fichier soit réduit, mais que l'apparence globale de l'élément soit le même. Pour une implantation, vous avez juste besoin finalement de la carapace de l'objet. C'est pareil quand vous avez des objets dans lesquels il y aura tout un tas de choses à l'intérieur, ça ne sera pas forcément nécessaire de conserver ces choses-là. Ensuite, on va pouvoir convertir ça vers un objet BIM. Donc, je vous parlais du RFA ou du DSK. La DSK, il n'y aura pas de problème de versionning. C'est le petit plus. Et on pourra directement, donc, derrière, y importer dans Revit. Donc, ici, à titre d'exemple, un fichier SolidWorks qui ferait 15 mégas, je vais venir supprimer tout ce qui, finalement, n'est pas utile pour faire de l'implantation, et j'obtiendrai un fichier final Revit, pas plus que 700 kg, par exemple. Donc, voilà pour la première façon de fonctionner. La deuxième façon de fonctionner, elle diffère. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de lien Revit, Inventor en direct. On va faire ce qu'on a à faire sur Inventor, on va faire ce qu'on a à faire sur Revit, et pour recoller les deux mondes, on va utiliser Navisworks. Donc, comment ça se passe? Dans Inventor, vous allez venir tout simplement faire votre implantation directement. Donc là, petite chose que j'ai utilisée pour faire ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle le Factory Design Utilities. Le problème dans la méca, c'est que souvent, lorsqu'on pose un objet, il n'est pas référencé par rapport à un niveau, etc. Le Factory Design Utilities vous permet de générer un plan de sol. C'est cette zone que vous voyez contourée en jaune. Sur ce plan de sol, je vais venir insérer un DWG en fond de plan. Donc ce DWG, c'est l'archi qui me le fournit en faisant un export DWG depuis Revit du niveau 0 ici. Il va m'exporter ici, il va faire fichier exporter format CRO DWG. Ce DWG, une fois que je l'aurai exporté, je vais venir l'insérer en fond de plan sur mon sol dans Inventor. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à insérer mes objets et de venir les positionner. Le Factory Design vous permet aussi d'accéder à tout un tas d'équipements qui sont déjà proposés par Autodesk sur le cloud. Donc, il y a des choses qui peuvent être utiles, des convoyeurs, des barrières, etc. Et quand bien même vous voudriez convertir vos objets en équipement, ça sera rendu possible dans l'onglet Factory. Vous pourrez créer un équipement ici, à partir d'une CAO, par exemple, qui viendrait de SolidWorks. Et ensuite, vous aurez donc une bibliothèque en direct et vous n'aurez plus qu'à venir positionner vos éléments comme ça. Et automatiquement, vous ferez votre implantation sur la base de son plan. Donc vous pourrez vous mettre par exemple en vue de dessus pour venir ensuite bien positionner les objets à l'endroit où vous voulez les mettre. Donc là, on reste du coup dans Inventor, dans un logiciel de méca pour faire l'implantation. Contrairement à tout à l'heure où on convertissait les objets pour faire l'implantation directement dans Revit. Le problème, c'est que là, je ne vois pas vraiment mon bâtiment, je ne me rends pas forcément vraiment bien compte de ce que ça donne dans l'environnement 3D du bâtiment. Et c'est là qu'intervient Navisworks. Je vais vous l'ouvrir. Donc Navisworks, c'est un logiciel dans lequel on ne va rien créer, entre guillemets. On va juste récupérer des formats
CAO existants. Donc, il est capable d'ouvrir un nombre de formats assez conséquent, dont Inventor, SolidWorks, Revit. Vous pouvez faire de la structure avec Tekla. Et donc, dans ce fichier, dans ce logiciel ici, j'ai inséré ma maquette Revit indépendamment de mon fichier Inventor d'implantation que je viens de vous montrer juste à l'instant. Et Navisworks va me permettre de recoller les deux mondes. Donc là, il est en train de charger le projet Revit. Là, il charge l'implantation. Et donc là, je me retrouve dans Navisworks. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, mon implantation, ici, je peux la masquer, vous voyez, j'ai le bâtiment Revit, tout seul. Et je suis venu, en fait, ici, je suis venu ajouter le fichier Inventor pour finalement voir ce qui se passe lorsque je suis dans un environnement 3D avec mon implantation. Donc, l'autre intérêt aussi, c'est que par exemple, si vous avez fait un relevé récap et que vous avez besoin de, vous n'avez eu besoin que de remodéliser qu'une partie du bâtiment, je peux aussi afficher mon nuage de points. Donc là, si je masse ce mur, vous voyez, derrière, j'ai mon nuage de points. Mettons que moi, toute cette partie à droite, je ne l'ai pas remodélisée, et ben, je peux quand même voir ce qui se passe dans Navisworks. Donc, ça me permet vraiment de tout recoller, nuage de points, du Revit, du Inventor, du SolidWorks. Donc, Navisworks, c'est un très, très bon visualisateur de projet. Donc, je vais revenir, je finis de dérouler un peu mes diapositives. Donc, cette méthode-là, on vient de voir, où le recollement se fera dans Navisworks. Les avantages, c'est que là, ici, vous avez plus cette notion de simplification d'objets. Et ça va être aussi plus adapté parfois, notamment pour des questions encore de propriété intellectuelle, au travail multi-entreprise. Parce que des fois, l'archi ne voudra pas toujours partager sa maquette avec vous, ou inversement, vous ne voudriez pas lui envoyer vos objets convertis. Ça peut être des problèmes qui peuvent se poser. Avec cette méthodologie, vous avez plus de problèmes. Les inconvénients, c'est que l'implantation, elle est réalisée indirectement via Navisworks. C'est plus direct, comme tout à l'heure, lorsqu'on importait directement la méca dans Revit. À chaque fois qu'il va y avoir des modifications, il faudra donc faire un aller-retour entre Inventor, Revit et Navisworks pour faire avancer le projet. Et puis, l'utilisation de Navisworks, elle deviendra indispensable. Petite chose aussi, dans la première option, l'avantage, c'est que vu que vos objets ils sont importés dans Revit, vous pouvez donc mettre des connecteurs dessus et les raccorder directement dans Revit à des réseaux qui seraient dessinés dans Revit, par un BEMAP par exemple. Dans ce cas de figure numéro 2, c'est plus possible. Puisque là, la maquette Mecha et la maquette Archi sont vraiment séparées. Donc Navisworks. Une fois qu'on va être dans Navisworks, donc on va pouvoir faire du recollement de fichiers, ce que je vous ai montré. Vous avez aussi des fonctions de détection de collision, de phasage, d'animation de rendu. Vous allez pouvoir prendre des mesures. Donc il s'agira avant tout d'effectuer des contrôles. Il n'y aura pas de modélisation directement dans Navisworks. C'est un logiciel de revue de projet. Donc dans Navisworks, alors déjà, il y a la navigation qui peut être intéressante puisque je peux vraiment voir ce qui se passe. Je peux regarder comme ça autour de moi. Je peux activer, si je le souhaite, un avatar. Donc avec cet avatar, je vais pouvoir simuler finalement la circulation dans mon bâtiment. Donc cet avatar, il est entre guillemets intelligent. Vous allez voir, par exemple, quand je vais arriver à proximité des marches, les marches, il va les monter. Donc il interagit bien avec l'environnement 3D.
Ensuite, vous allez pouvoir enregistrer tout un tas de points de vue qui vont vous permettre de rapidement aussi naviguer dans votre projet, de voir ce qui se passe. Vous allez pouvoir faire de la détection de conflits. Donc là, moi, j'avais lancé une détection de conflit et il s'avérait que j'avais un conflit entre cet extincteur et le mur. Et si je retourne dans mon fichier Inventor, je vois qu'en fait, en zoomant, effectivement, mon extincteur, il est bien en collision avec le bord du mur des WG que je vois ici. Donc là, il faudrait que tout simplement je le déplace et que je réactualise l'ensemble, que je l'enregistre et que je réactualise dans Navisworks, et le conflit serait résolu. Vous avez aussi la possibilité avec Navisworks, alors oui, vous avez aussi, si je le souhaite, la possibilité de générer des petites animations. Donc par exemple ici, je vais pouvoir, à proximité de cette porte, vous voyez, la porte va s'ouvrir. Donc encore une fois, pour faire de la simulation de circulation. Je vais pouvoir prendre des mesures. Et on ces deux murs, voilà. Et ces mesures, après, je peux aussi annoter, par exemple, test. Et je peux ensuite enregistrer ça sous forme de point de vue, ce qui fait que quand je reviens là, hop, je vois mes cotes. Et je vais comme ça pouvoir annoter, faire de la revue de projet pour finalement signaler à quelqu'un qui a un problème à tel ou tel endroit. Mes conflits, de la même façon, je vais pouvoir, si je le souhaite, générer des rapports. Donc, je peux par exemple générer un rapport au format HTML qui est facilement échangeable. Et puis, j'envoie ça. Donc là, je viens de générer ce rapport. J'enverrai ça à l'entreprise qui doit retravailler sur sa maquette. Et il verra qu'il y a un problème à tel ou tel endroit. Je vais pouvoir aussi, donc j'ouvre un autre projet, je vais pouvoir aussi générer des animations dans Navisworks. Donc ici, j'ai un projet, on va dire, de piping. Donc, tout a été scanné via un scanner et traité dans Recap. Et ici, j'ai généré une petite animation pour montrer un peu ce qui se passe au niveau de la modification sur ce projet par rapport à l'existant. Donc là, j'ai rajouté par exemple un réseau de tuyauterie et je vais pouvoir me balader comme ça. Donc là, je ne touche à rien, hein, ça se fait tout seul, je l'ai enregistré. Je vais pouvoir ensuite exporter ça en format vidéo et ça pourra permettre aussi de faire des présentations et bien se rendre compte des choses. Donc voilà un peu pour Navisworks. Je vais pouvoir, une dernière chose, je vais pouvoir aussi, par exemple, très rapidement, venir isoler, par exemple, des choses dans la maquette. Ici, je vais sélectionner tous les types identiques, je vais faire masquer les non sélectionnés, et je viens d'isoler uniquement mes tuyaux. Donc de cette façon aussi, je vais pouvoir rapidement comprendre un projet sans avoir besoin d'avoir de très très grandes compétences dans la modélisation. Donc les avantages de Navisworks vont être que, alors j'en ai pas parlé, mais lorsque vous allez sauvegarder un projet sous Navisworks, si initialement vous aviez par exemple deux projets de 100 mégas, un projet Meca de 100 mégas, un projet Archie de 100 mégas, le fichier, lui, Navisworks, il fera peut-être que 40 mégas. Donc il va avoir une vraie compression, une réduction de taille de fichier. C'est pour ça qu'on parle souvent de Navisworks comme étant un format idéal pour les échanges. Il va permettre d'importer un très très grand nombre de formats de CAO et de DAO.
Donc vous allez pouvoir comme ça parcourir le modèle 3D dans son intégralité et bien visualiser les choses. Il y a une version gratuite de Navisworks qui existe, qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Alors vous n'aurez pas la détection de conflits, vous n'aurez pas la création de phasage, etc. Mais tout ce qui est navigation, prise de code, vous pourrez le faire. C'est aussi un avantage. Donc pour vos clients, par exemple, ils pourront eux-mêmes interagir avec la maquette pour ceux qui aient installé Freedom. Et donc, pour ce qui est des versions de Navisworks, il y a 3 versions. Vous avez la version Manage, qui est la version complète. La version Simulate est tout comme Manage, si ce n'est qu'il n'y a pas la fonction de détection de collision. Et la version Simulate, la version Freedom, pardon, c'est une version donc gratuite cette fois-ci, qui est allégée, qui n'ouvrira que les fichiers NWD, c'est-à-dire les fichiers, des fichiers qu'on aura écrasés, qui ne seraient plus interactifs avec le reste. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais globalement, vous allez avoir quasiment toutes les fonctionnalités importantes pour faire de la revue de projet, mais vous ne pourrez pas créer de clash détection, évidemment, ni de phasage. Donc, au niveau du retour sur investissement, l'utilisation des outils Autodesk, donc que ce soit Recap, Revit ou Navisworks, ça va vous permettre, alors je ne vais pas détailler chaque ligne, mais globalement, vous voyez à droite les gains qu'on peut avoir moyens. On est sur peut-être 20 à 25% de gains moyens de temps, et alors soit de temps, soit de coût, sur un projet. Et pour finir, parce que ça fait bientôt 1 heure qu'on est dessus, pour finir, une dernière petite chose qui est très intéressante, c'est que vous voyez le projet sur lequel j'en étais tout à l'heure, et donc je vais pouvoir, avec Navisworks, rapidement créer des panoramas comme ça. Et je vais pouvoir aussi, alors, pour un webinaire comme ça, à distance, c'est évidemment pas possible, mais je vais pouvoir, si je le souhaite, créer ce qu'on appelle un panorama stéréo, qui va vous faire une immersion. Alors, via un casque en réalité virtuelle, vous pourrez naviguer dans votre projet Navisworks en VR. Donc voilà un peu ce que ça peut donner sur le projet dont je vous ai parlé depuis le début. Je vous montre juste 2 autres petites choses que ça peut donner sur des projets plus conséquents. Donc là, on voit une usine qui a été dessinée sous Revit et dont l'implantation a été faite directement dans Inventor et le tout recollé dans Navisworks. Donc voilà pour cette deuxième option qui passe forcément donc par Navisworks. Alors j'ai fini mon tour d'horizon sur ce webinaire. Si vous avez des questions, alors vous pouvez éventuellement utiliser le chat et j'essaierai d'y répondre. Jérémy, tu peux revenir avec moi. Dans tous les cas, yes, donc je suis là. Vous pouvez effectivement donc poser des questions via le chat. Alors vous voyez que ça fait 10 ans. Hein. Je pense qu'Autodesk travaille sur cette question de discussion possible entre la méca et le monde du bâtiment. Là, on a quand même vraiment eu des avancées importantes cette année, au mois d'avril, avec la sortie des versions 2021 d'Inventor et de Revit, qui autorise désormais un lien dynamique de synchronisation entre les modèles Revit source que j'intègre dans mon Inventor. Donc ça, c'est super intéressant. Ça peut limiter les sources d'erreurs et faire gagner du temps dans bien des projets. Donc voilà, Autodesk est vraiment en train d'occuper cette place aujourd'hui de leader sur la discussion entre l'ingénierie mécanique et l'ingénierie du bâtiment et le BIM. Après, vous voyez, il existe plusieurs solutions possibles en fonction de vos installations, de votre environnement, de votre métier. C'est pour ça qu'on vous en a présenté 2 aujourd'hui avec Anthony. L'idée, c'est bien d'étudier avec vous une solution au cas par cas. Donc ça, pour ça, vous pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux habituels et nous solliciter pour d'autres qualifications techniques avec nos équipes de formateurs. Là, on est à votre disposition pour ça. Parce qu'encore une fois, votre métier peut impliquer des spécificités. Je vous invite également à vous abonner
à nos pages LinkedIn sur lesquelles vous avez les informations des webinaires techniques comme celui qu'on vient de faire ce matin, avec l'agenda, le lien pour s'inscrire, etc. Donc voilà, abonnez-vous aux pages Applicite Est, Ouest et Sud-Ouest. Voilà, comme ça vous avez l'information des événements qu'on organise. Surveillez les articles blog sur le site internet Applicite. Vous avez plein d'informations techniques qui sont sorties par nos ingénieurs d'application. Applicite, c'est 27 ingénieurs d'application qui postent chacun à minima un article par mois. Donc ça vous laisse une idée du contenu qui est proposé sur notre site internet. Donc là, vous pouvez trouver plein d'informations qui vous intéressent. Et puis voilà, encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs pour déterminer avec eux une prochaine étape. Si aujourd'hui vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à nous rappeler, on pourra échanger avec plaisir. Voilà. Je ne vois pas de questions dans le chat. J'en ai répondu à une. Donc, tout le monde a dû voir la réponse. Hein, c'était est-ce qu'il est possible d'importer des nuages de points dans les familles? Oui. D'accord. Juste une dernière petite chose très rapide. Il est aussi possible, une fois qu'on a généré un fichier Navisworks de la partie Mecha, de l'importer dans Revit. Donc là, c'est le fichier en fait généré par Navisworks depuis le fichier Inventor d'implantation que j'ai inséré dans Revit directement. Donc, ce qui me permet aussi de pouvoir, si je le souhaite, voir ce qui se passe directement dans Revit avec mon implantation. Donc là, je n'ai pas de possibilité de travailler sur l'implantation en elle-même, mais je peux voir ce que ça donne dans mon Revit directement. Donc voilà, de la même façon, dans Inventor, je peux aussi, si je le souhaite, attacher un nuage de points. Pour là aussi récupérer des informations sur le bâtiment directement dans Inventor. Donc il y a tout un tas de choses qui sont possibles, hein, tout un tas de façons de communiquer. Donc encore une fois, comme le disait Jérémy, en fonction de votre problématique, de vos compétences sur tel ou tel logiciel, il y aura des solutions qui pourront être adaptées au cas par cas. Donc voilà pour moi. Je vérifie s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le problème, c'est que moi, ma fenêtre de questions est buggée. Mais je crois que j'ai qu'une question. Eh bien, écoutez, si j'en vois pas d'autres. Oui, on va terminer pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire avec nous. On vous retrouve avec plaisir rapidement pour de nouvelles aventures. Surveillez notre agenda et puis voilà, rapprochez-vous de vos interlocuteurs habituels si vous avez des questions, on pourra vous aider avec plaisir.